Salut tout le monde! J'étais un petit peu fatigué. Hier, j'étais à Tout le monde en parle où je suis allé dire pas grand-chose. Et aujourd'hui, en plus, j'enregistre mon bêtisier de fin d'année. Donc, grosse journée, mais l'actualité ne prend jamais de vacances, sauf la fin de semaine. Alors, je suis ici pour vous présenter les 5 nouvelles qui ont retenu mon attention aujourd'hui. Et on commence avec une nouvelle de Radio-Canada. La gouverneure générale et le long apprentissage du français. C'est une entrevue que fait la journaliste avec la gouverneure générale du Canada, Mary Simon. Et il y a une phrase géniale dans ce texte-là. Elle dit Les langues sont importantes pour tout le monde aura été l'une des seules phrases prononcées en français lors de notre échange. Un petit peu contradictoire. Donc, oui, c'est sûr que d'apprendre une troisième langue à 76 ans, c'est pas nécessairement facile, mais peut-être qu'on n'aurait juste pas dû la nommer, cette femme-là, comme gouverneure générale. Et en fait, souvent, il nous avait dit, quand ils l'ont choisi, ben, elle va prendre des cours de français, elle va apprendre le français. C'est un peu la stratégie Sakou Koivu, là. On nous dit, ben oui, il va apprendre le français, le capitaine, puis là, on attend, puis ça nous apaise un peu, mais finalement, il n'apprend jamais le français. Et de toute façon, je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on s'en fout un peu de la langue, des langues que parle la gouverneure générale, parce que ça ne devrait juste pas exister, ce poste-là. En quatrième position, pouvoir s'exprimer sur l'avenir de l'industrie du tabac. C'est une lettre ouverte dans la presse de plusieurs militants contre le tabac. Et c'est une lettre qui demande à François Legault de refuser, de ne pas accepter de règlement avec l'industrie du tabac pour l'amende qu'ils ont eue de 60 milliards, là, je pense que c'est quelque chose comme ça, suite à leur procès pour avoir menti, fraudé, atteint à la vie des gens, on va dire ça comme ça. Donc, ils ont été reconnus coupables et là, ils doivent beaucoup d'argent. Et si le gouvernement Legault accepte cette entente-là, ben, ils vont pouvoir persister, alors que s'ils refusent, ben, ils risquent de disparaître, ces compagnies de tabac-là. Puis je trouve ça débile qu'on ne réalise pas que pour sauver notre système de santé, pour l'améliorer, peut-être qu'il faudrait aller plus à la base, tu sais. Justement, en, empêcher les gens de fumer, ben, les empêcher, pas les empêcher, mais réduire le taux de tabagisme dans la population, puis ça va faire que nos hôpitaux vont être moins engorgés. C'est la même chose là, avec les aménagements urbains. Là. Moi, je suis un gros militant de ça, là, de l'impact entre la santé et les aménagements urbains. Si on fait des villes qui sont où il y a des arbres, où il y a moins d'îlots de chaleur, où il y a moins de grandes autoroutes, ben, la population va être plus en santé, mais c'est comme trop pensé à long terme, on dirait, pour les politiciens. Alors, ils ne se préoccupent pas de ça. D'ailleurs, il y a un autre article là, que vous pouvez lire dans l'infolettre astor.ca sur le fameux cordonnier là, de la rue Henri Bourassa qui disait qu'il devait fermer à cause de la nouvelle piste cyclable qu'il allait avoir dans 1 an, même si dans un autre article, il disait que c'était à cause de la hausse du loyer, des dégâts d'eau, des colocataires désagréables, puis de toutes sortes d'autres affaires qui n'ont pas rapport. Mais là, ils ont persisté et signé dans le Journal de Montréal ce matin pour dire que ça va. Que c'est pour ça que les commerces ferment puis que les commerces protestent. Pourtant, dans le monde, toutes les villes qui ont fait des aménagements, des pistes cyclables, ça a toujours été bon pour les commerces, puis ça a toujours permis aux partis qui avaient proposé ça d'être réélus parce que ben, les gens se rendaient compte que ça fonctionnait bien. Donc, vous irez lire ça. Sinon, en troisième position, les drapeaux rouges du documentaire sur le logement de Pierre Poilievre. Ben, Pierre Poilievre, il a fait un documentaire de 15 minutes sur la crise du logement. Il n'arrête pas de le plugger à la Chambre des communes. Est-ce que le premier ministre a vu mon documentaire? Puis dans l'article, Radio-Canada a demandé à 3 économistes d'analyser ce qui est dit là-dedans. Puis oui, il y a des bonnes choses, mais il y a d'autres choses qui sont plus ou moins vrai. Et on lit dans le texte, Monsieur Poilievre prend une situation extrême et temporaire et il dit que c'est une situation permanente. Je lui reproche de manquer d'honnêteté. Donc, c'est toujours ça qui fait Pierre Poilievre. Là. Quand il dresse son portrait du Canada, c'est toujours, il part d'une anecdote pour extrapoler à l'ensemble du Canada. Là, il dit que les gens vont dans les banques alimentaires pour demander de l'aide médicale à mourir, que les gens se font tuer dans les autobus. Oui, il y a probablement une personne qui a fait ça, probablement une autre personne qui a fait ça, mais ça ne veut pas dire que c'est dans l'ensemble du Canada. Donc,
C'est un documentaire un peu louche au final, même si c'est une question quand même importante. Deuxième position, Elon Musk réintègre le complotiste Alex Jones sur X. Un des pires humains, Alex Jones. Là, il a fait beaucoup d'argent sur le dos des pauvres gens en élaborant toutes sortes de théories du complot, entre autres sur la tuerie de Sandy Hook. Il a dit que c'était des comédiens qui avaient participé à ça, puis que ça n'avait pas eu lieu, puis ça a mis les, 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 les parents des enfants tués dans cette tragédie-là ont été harcelés par des fans de Alex Jones. D'ailleurs, il a perdu un procès à ce sujet-là. Je pense qu'il y a une amende de 1 milliard de dollars, mais il existe encore. Il continue à récolter des dons, même s'il fait de l'argent en vendant toutes sortes de chandails puis d'abonnements. Donc là, Elon Musk a décidé de le réintégrer sur Twitter. La liberté d'expression. Fait que là... moi, je suis en train de me dire, je vais peut-être arrêter de publier sur Twitter parce que j'aime ça, Twitter, parce qu'il y a plein de... C'est là que je vais chercher plein d'informations. Mais c'est rendu un peu débile, puis j'aimerais beaucoup ça que tous les médias et les journalistes migrent vers une autre plateforme. Il n'y a pas beaucoup de plateformes qui sont... qui sont plutôt indépendantes, là, mais je pense qu'il faudrait qu'on trouve une alternative parce que c'est rendu un petit peu désagréable, Twitter, surtout que moi, dès que je publie quelque chose, j'ai juste des trolls avec des petits drapeaux de pirates, des fans de Jeff Fillion qui m'envoient chier. Donc, c'est pas très agréable. Et en première position, selon un sondage, la moitié des hommes pensent qu'ils sont capables de faire atterrir un avion commercial. Donc, ils pensent qu'ils sont capables de faire atterrir un Boeing, une des choses les plus difficiles à faire au monde. Là, oui, il y a le pilote automatique quand tu es dans les airs, mais les atterrissages et les décollages, c'est manuellement que les pilotes font ça. Mais les gens ont vraiment une très grande confiance en leurs moyens. D'ailleurs, beaucoup de gens surestiment leur connaissance. Hein. C'est l'effet Dunning-Kruger. Hein. Les gens pensent qu'ils sont plus compétents qu'ils le sont, qu'ils sont capables de comprendre des affaires complexes, autant que quelqu'un qui a étudié ce domaine-là pendant plusieurs années. On l'a vu avec la pandémie, là, il y avait plein de monde qui étaient subitement sont passés de comédiennes ou chanteuses ou comédiens ou chanteurs à épidémiologistes. Donc, voilà, les gens pensent être capables de faire atterrir un avion. Disons que la sélection naturelle ferait son œuvre assez vite si on laissait ces gens-là justement s'essayer à faire atterrir un avion. Alors, on leur souhaite bonne chance. Et c'était tout pour les nouvelles du jour. Je vous souhaite une excellente journée.